Et ici aujourd'hui je vous parlais de la voiture qui s'est vendue à 80 millions de dollars. Donc bonjour à tous. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, vous abonner et dites-moi en commentaire quelle voiture vous voulez voir dans le prochain épisode d'History. Allez, c'est parti! Avant de nous attaquer au sujet principal de la vidéo qui est la Ferrari 250 GTO, on va d'abord s'attaquer à la gamme 250 chez Ferrari. Cette gamme a été produite du début des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Elle est spécialisée dans les modèles de tourisme et de course automobile. Autrement dit, c'est une gamme avec que des voitures qui ont un énorme moteur sous le capot et une classe incroyable. On peut retrouver dans cette série du coup 8 Ferrari 250. On a la S, la MM, la 250 Monza, la 250 Testarossa qui est le prototype utilisé en compétition automobile, la 250 GT, la 250 GT avec plusieurs déclinaisons. On a la Berlinetta, la Cabriolet en Pininfarina, la Tour de France et la SW. On a aussi du coup la 250 Europa et enfin la magnifique 250 GTO. Chez Ferrari, depuis toujours, ils adorent donner au nom de leur voiture une référence à sa sportivité, à son moteur ou à son histoire. Par exemple, la Ferrari F40 fait référence aux 40 ans de chez Ferrari. La Ferrari Enzo, elle, va directement à son fondateur Enzo Ferrari. Et ici, pour le 250, ça signifie le nombre de centimètres cubes de chaque cylindre du V12 Colombo qui les équipe. Du coup, quasiment toute la gamme de Ferrari 250 est équipée du V12 Colombo, sauf une seule, la 250 Europa, qui elle a le V12 Lampedri sous le capot. Et du coup, notre 250 GTO a été produite de 62 à 63 et est considérée comme la quintessence de chez Ferrari. Elle a été conçue par Gioso Bizzarini, qui était à l'époque l'ingénieur en chef de chez Maranello, le département course de Ferrari. Mais, car avec Enzo Ferrari, il y aura toujours un mais. En 1962, lui et Enzo Ferrari se fritent super fort sur la conception et sur la vision de la voiture. Dans sa rage, notre cher Enzo a décidé de virer quasiment tous les ingénieurs de chez Maranello et d'en embaucher dans la foulée. A l'époque, je vous le dis, il valait mieux pas se friter avec le patron Ferrari qui était très radical. Et donc il embauche Mauro Foggieri qui devient le nouvel ingénieur en chef de chez Maranello et reprend l'énorme projet de la 250 GTO. Il fera équipe avec le célèbre designer Sergio Scaglietti qui est super connu chez Ferrari pour avoir déjà travaillé sur les 250, notamment la 250 California et la 250 Testarossa, et du coup ils décident ensemble de prendre une 250 GT SW afin de prendre quelques éléments comme le moteur, le châssis, la direction et pas mal d'autres petites pièces un peu à gauche à droite pour la faire évoluer en 250 GTO. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début, chaque 250 a un sigle bien particulier après. On a la 250 MM, la 250 S, 250 SW, et du coup pour GTO, ça a une vraie signification. Donc ici GTO signifie Gran Turismo Omologata en italien, ce qui peut être traduit par homologué pour courir en grand tourisme. Ce nom du coup n'a pas du tout été choisi au hasard puisque le projet initial de la 250 GTO que Enzo Ferrari avait en tête, c'était de la faire courir dans les courses de grand tourisme. Durant ces 2 années de production, donc en 62 et 63, on a vu 36 modèles. On en a eu donc 33 qui ont été produites en 1962 et 3 qui ont été produites en 1963. Et elle était vendue à l'époque seulement pour 18 000 $, soit ce qui ferait aujourd'hui à peu près 120 000 $. Comme je vous l'ai dit au-dessus, le moteur qui équipe cette 250 GTO est le V12 Colombo de 2953 cm3 qui équipa la 250 GTO qui tournait en course déjà à l'époque. Ce bloc fait 300 chevaux à 7500 tours minute pour 294 Nm de couple. Toute la puissance est envoyée au roue arrière grâce à une toute nouvelle boîte qui a spécialement été conçue pour ce modèle. Avec tout ça, elle peut atteindre, selon ce qui a été dit lors de sa sortie, la vitesse de 280 km/h. Pour que vous vous rendiez compte de la dinguerie que Ferrari nous avait, il faut la comparer avec d'autres voitures sportives de l'époque. On avait du coup la 911E qui elle faisait 140 chevaux, on avait l'Alpine A110S qui elle faisait 110 chevaux, on avait aussi à la même année la Jaguar Type E qui elle développait 268,7 chevaux, très précisément. Et nous n'avions que quelques voitures qui étaient plus puissantes mais pas forcément plus performantes. Par exemple, on avait la Shelby Cobra avec ses 385 chevaux, la Lamborghini Miura et ses 350 chevaux, et bien sûr la Ford GT40 Mark II qui elle a spécialement été conçue pour battre Enzo Ferrari sur les 24 heures du Mans et battre Enzo Ferrari sur route avec ses 306 chevaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la 250 GTO a été conçue dans un seul but, faire de la course automobile. Sauf qu'avant qu'elle puisse raser tout le monde sur les circuits, il fallait bien pouvoir l'inscrire en course. Mais dans les années 60, il y avait une règle qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, qui est que pour inscrire un véhicule dans la catégorie tourisme, donc hors prototype, il fallait construire une centaine d'exemplaires de celui-ci.
Sauf qu'il n'y avait que 33 Ferrari 250 GTO qui ont été construites en 1962, l'année où ils veulent l'inscrire en course. Et là évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le patron de chez Ferrari, il commence à magouiller, à négocier un peu. Et il gère plutôt bien sa négociation, puisqu'en fait il dit tout simplement que sa 250 GTO, c'est pas un nouveau modèle, mais c'est tout simplement une petite amélioration de sa 250 GT SW. Et donc du coup, il a déjà quasi une centaine d'exemplaires de sa GT SW, plus les 32 de sa 250 GTO, ça fait plus de 100 exemplaires, donc elle peut être inscrite en course. Merci Enzo Ferrari. En 1962, elle a pu être inscrite au groupe 3 GT, donc de Gran Turismo, le GT 3.0, où couraient déjà la Jaguar Type E, la Shelby Cobra ou encore l'Aston Martin DP214. La même année, elle s'est retrouvée pour la première fois sur ligne de départ aux 12 heures de Sebring. Au volant pour sa première course, nous y retrouvons Phil Hill, le champion du monde de F1 en 1961, ainsi que Olivier Gendebane. Les deux pilotes étaient assez choqués de ne conduire qu'une GT face aux différents protos de la course, comme par exemple du coup la Testarossa. Et là où elle a choqué tout le monde et que même les pilotes étaient choqués à l'époque, c'est qu'elle arrivait deuxième au classement général et premier au classement de sa catégorie. Et évidemment, elle arrivait devant la Ferrari Testarossa. Et du coup, c'est à partir de cette course-là que la domination de la 250 GTO en Gran Turismo a débuté. Elle a tout simplement gagné le championnat GT 3.0 en 1962, 1963 et 1964 sans aucune difficulté. Maintenant, je vais essayer de vous résumer rapidement son palmarès durant ses 4 ans de compétition automobile. Grosso modo, elle a gagné un maximum de courses. Elle a gagné par exemple en 62 et 63 les 24 heures du Mans, les 12 heures de Sebring du coup, 62, 63 et 64. Elle a fait les 500 km de Spa qu'elle a gagné en 63 et 64. Aussi en 65, elle a gagné le Grand Prix de Thiers. En autre Grand Prix qu'elle a gagné en 64 le Grand Prix du Portugal. Et après voilà, plein d'autres courses. Je vais pas tout vous dire parce que ça pourrait être super long parce qu'elle a vraiment gagné beaucoup de compètes. Mais pour la plus grosse compète, c'est celle que je viens de vous citer. Son énorme palmarès en course lui a conféré le statut de légende de l'automobile, faisant d'elle un réel objet de convoitise. Bon, maintenant je vais vous prouver que le titre de ma vidéo n'était pas juste aguicheur. C'est en 1980 que le prix des Ferrari de collection s'envole et ne cesse d'augmenter. Et c'est du coup en 1989 qu'on a la première vente record d'une 250 GTO. Et pas n'importe quelle 250 GTO, puisque c'est Enzo Ferrari lui-même qui a mis sa 250 GTO, l'une de ces 2-3 qu'il avait, en vente aux enchères, et elle s'est vendue pour 57 millions de francs, ce qui fait à peu près 9 millions d'euros aujourd'hui. Et du coup évidemment, comme tout objet de luxe, voire d'ultra luxe, ils adorent faire des classements. Et du coup, on a un classement du top 20, enfin il est même plus, je crois que c'est un top 30 ou un top 50, des voitures les plus chères de collection vendues aux enchères. Et dans le top 20, il y a quand même 14 modèles de Ferrari. Pour que vous vous rendiez un peu compte de ce qu'on a dans ce top, on peut retrouver du coup de la 350 Testarossa qui se vend à peu près autour des 13 millions de dollars. La 250 GT SW en Berlinetta, en Californie, en Spider, etc. Ça va de 15 à 20 millions de dollars. De la 275 GTBC à 26 millions de dollars. De la 290 Scaglietti pour 28 millions de dollars. En deuxième position, on peut retrouver la 335S qui elle s'est vendue pour 35,7 millions de dollars. Et tout en haut de ce top, en numéro 1, la Ferrari 250 GTO qui s'est vendue en 2014 pour 38 millions de dollars. Alors je dois quand même vous préciser un truc. C'est-à-dire que dans les différents tops ou dans les différents classements que j'ai pu trouver, on fait jamais mention des 2 GTO qui ont été vendus en 2018. Donc ce qui ferait que sur le podium, on ne devrait pas voir une Ferrari 250 GTO, mais bien 3. En 2018, lors d'une grosse enchère, on a eu une Ferrari 250 GTO qui a été vendue pour 48 millions de dollars, avec les frais, à un acheteur qui a souhaité rester anonyme. Et la seconde enchère est à prendre plus avec des pincettes. De nombreuses sources affirment que lors d'une vente secrète, une Ferrari 250 GTO a été vendue pour 80 millions de dollars. Mais d'après l'expert en Ferrari Marcel Massini, pour lui, c'est justifié. Déjà, il atteste dans un premier temps que la vente a bel et bien eu lieu. Et que si son prix est si exorbitant, c'est que c'est l'une des Ferrari 250 GTO les plus chargées d'histoire. Elle aurait appartenu au pilote Pierre Dumay, qui est arrivé avec à la 4e position du classement général des 24 heures du Mans en 1963. Cet exemplaire aurait participé aussi aux 10 jours du Tour de France avant d'être vendu à l'écurie Francorchamps qui leur a fait participer à de nombreuses courses d'endurance dans les années 60. Actuellement, aucun certificat de vente n'a été rendu public. Mais dans le cas où ça s'avère véridique, ce serait officiellement la voiture la plus chère de toute l'histoire de l'automobile et de loin. Évidemment, comme tout objet de luxe ou de convoitise comme les montres, l'art, etc., certaines personnes ont vu le business de se dire « Attends, on peut peut-être faire une réplique d'une 250 GTO pour la vendre soit à des personnes qui s'y connaissent pas et les pigeonner, soit à la vendre à des personnes qui veulent une réplique de 250 GTO pour flex un maximum. » Les gens qui faisaient ces répliques utilisaient soit des vieux modèles de Ferrari qui étaient soit à l'abandon, un peu en galère, etc., soit sinon ils utilisaient des Datsun Z
ou sur lesquels ils mettaient un body kit et remodelaient la voiture pour qu'elle ressemble un maximum à une 250 GTO. Évidemment, pour les personnes qui achetaient ces fausses 250 GTO, ils avaient aussi un faux certificat de vente qui ressemblait exactement au vrai, mais qui n'était pas le vrai. On sait par exemple que Charles Brockett, un présentateur de télé anglais, s'affichait tout le temps fièrement au volant de sa belle 250 GTO, sauf qu'en fait c'était tout simplement une réplique. La supercherie a été remarquée et dévoilée au monde lors de son contrôle fiscal suite à sa fraude à l'assurance en 1996. Après, nous ne savons pas s'il était au courant que sa 250 GTO était une réplique, ou s'il faisait ça juste pour flex un maximum auprès de ses potes. Bon bah voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, vous abonner, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.